En 2013, Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ses serveurs centraux et à paralyser... Bienvenue. Regardez autour de vous. Ces habitants marchent, parlent et semblent vivre. Maintenant, observez-les attentivement. Pas ce qu'ils font, mais comment ils le font. Ils ne se rentrent jamais dedans. Ils ne s'arrêtent jamais pour chercher leur chemin. Ils ne vérifient jamais leur téléphone. Ils ne regardent jamais le ciel. En janvier 2024, Neuralink a implanté pour la première fois une puce dans un cerveau humain. Le patient s'appelle Nolan Darboux, 29 ans, et tétraplégique suite à un accident de plongée en 2016. L'objectif officiel était de lui permettre de contrôler un curseur d'ordinateur par la pensée. Voilà ce que Neuralink n'a pas communiqué immédiatement. La puce N1 contient 64 fils, plus fins qu'un cheveu humain. Chacun porte 6 électrodes plantées directement dans le cortex moteur, 1024 électrodes en contact direct avec le tissu cérébral humain. Quelques semaines après l'implantation, 85% de ces connexions ont lâché. C'est énorme. 870 électrodes sur 1024 déconnectées. Le cerveau avait bougé dans le crâne, un mouvement 3 fois plus important que prévu et avait arraché les fils. Ce problème, les ingénieurs de Neuralink le connaissaient depuis des années, ils l'avaient observé sur les animaux lors des tests et ils ont quand même procédé. Un cofondateur de Neuralink, Dr Benjamin Rapoport, neurochirurgien, a quitté l'entreprise précisément à cause de ces risques de sécurité. Et l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a déclaré qu'en 2024, aucun implant ne laisse le cerveau indemne, tous provoquent à minima des réactions cicatricielles. Vous êtes ingénieur en intelligence artificielle, un pionnier, et vous êtes l'un des cerveaux derrière les systèmes qui font tourner le monde aujourd'hui, que ce soit les algorithmes, les réseaux ou les machines qui apprennent. Puis on vous propose un objectif, 20 minutes pour construire un outil capable de prendre le contrôle de l'humanité entière. On vous demande pas si c'est une bonne idée ni votre avis, mais on veut savoir une seule chose. En êtes-vous capable ? 20 minutes. Le chronomètre démarre. Bienvenue. Et une fois implanté, il n'existe aucun protocole officiel de retrait sécurisé. Lorsque Nolan Darboux a demandé si sa puce pouvait être retirée, son équipe médicale a préféré ne pas risquer une nouvelle chirurgie. Elle est toujours là, dans son cerveau, connectée, active. Le neurophysiologiste Benjamin Libet a démontré que l'activité cérébrale précédant un mouvement volontaire, ce qu'il appelle le potentiel de préparation, commence 550 millisecondes avant que le sujet ait conscience de vouloir bouger. Ce que Neuralink peut lire, c'est ce potentiel de préparation, vos décisions, 550 millisecondes avant que vous en soyez conscient. Ce qu'une puce bidirectionnelle pourrait faire avec ça, c'est intervenir dans cette fenêtre de 550 millisecondes avant votre conscience, avant votre volonté, pas vous contrôler, juste vous orienter, légèrement, imperceptiblement, encore et encore, jusqu'à ce que l'orientation devienne une habitude, jusqu'à ce que l'habitude devienne une identité, jusqu'à que vous ne sachiez plus ce qui vient de vous et ce qui vient d'ailleurs. Exactement comme vous ne savez plus en ce moment quelles de vos opinions vous avez formées vous-même et lesquelles ont été façonnées par 10 ans d'algorithmes, de recommandations. La puce ne ferait que rendre ce processus plus précis, plus rapide, plus profond. Allô, vous m'entendez ? Bien. Je serai dans votre oreillette droite et je vais vous guider pendant les prochaines secondes, pas plus. Avant de vous laisser construire le système complet, on doit vérifier une compétence précise. Tout outil de contrôle de masse repose sur une seule chose à la base. La capacité à trier, classer et séparer une population en catégories à partir de très peu d'informations. C'est la brique fondamentale de tout ce que vous allez construire dans les minutes qui suivent. Regardez droit devant vous et avancez de 5 pas. Vous voyez ce terminal ? Regardez, 5 images, 5 formes, chacune classée sûre ou dangereuse. Vous ne savez pas pourquoi et vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi. Maintenant, une 6e forme apparaît et cette fois-ci non classée. Analysez-la et dites-moi de quel côté elle va.
2 secondes. Vous avez répondu en moins de 2 secondes. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez choisi ce côté plutôt que l'autre? Pouvez-vous m'expliquer comment vous avez su? Ce que je retiens ici, c'est que vos yeux ont capté un pattern dans les 5 premières images. Une distance entre 2 points, un angle, une texture, quelque chose d'invisible que votre cerveau a extrait sans vous consulter. Voici comment fonctionne un perceptron. Frank Rosenblatt, psychologue américain. Frank construit le premier réseau de neurones artificiels. Un seul neurone. Des poids ajustés petit à petit à partir d'exemples jusqu'à ce que la machine puisse classer une nouvelle donnée sans qu'on lui dise comment. On appelle ça l'apprentissage. Mais le mot est trompeur. La machine n'apprend rien, elle ajuste, elle pondère et répète l'opération des millions de fois jusqu'à ce que l'erreur devienne minuscule. Figurez-vous que vous venez de faire exactement la même chose, sauf que vous, ça vous a pris 2 secondes. Et avec ces 2 secondes, vous venez tout simplement de produire une donnée. Cette donnée ne disparaît pas, elle existe quelque part et elle a une valeur. Et cette valeur ne vous appartient. En aucun cas. Remember. Ceci dit, elle a un prix en dollars. Remember, this is not just a story. This is our future. Voici This is your digital life. Un quiz de personnalité comme des milliers d'autres à l'époque. 270 000 personnes l'installent. Et le truc, c'est qu'à l'époque, Facebook permettait à n'importe quelle application d'accéder non seulement à vos données, mais aux données de tous vos amis. 270 000 personnes l'installent, 87 millions de profils récupérés. Et Cambridge Analytica, l'entreprise derrière ce quiz, ne voulait pas vendre des publicités, elle voulait modéliser des personnalités et identifier qui parmi ces millions de personnes était émotionnellement réceptif à quel message. Qui avait peur, qui doutait, qui pouvait basculer pour modifier imperceptiblement et progressivement ce qu'ils croyaient être leurs propres convictions politiques. Ça a fonctionné. Des élections ont basculé. Deuxième vérification. La première testait si vous saviez trier, mais celle-là teste autre chose tout aussi essentiel. Un système de contrôle de masse ne sert à rien si celui qui l'utilise hésite devant les conséquences humaines de ses décisions. Et c'est pour cela qu'on va vous mettre face à quelque chose de dérangeant, une scène de mort plus précisément, et en observer une seule chose. Pas si vous trouvez la bonne réponse, mais si vous allez continuer malgré les horreurs que vous allez affronter. Massacre dont 7 victimes dispersées, mais pas au hasard. Quelque chose s'est passé ici selon un ordre précis. Avant d'approcher les corps, ne touchez à rien. C'est la première règle de toute investigation criminelle. Observez d'abord à distance et prenez la scène dans son ensemble. Le FBI appelle ça la vue macro, comprendre l'ensemble avant de toucher aux détails. Regardez la disposition des corps. Où sont-ils? À quelle distance les uns des autres? Est-ce qu'il y a un centre, une périphérie, un pattern? Avancez lentement et regardez le sol entre les corps. Regardez ces traînées de sang au sol. Ne les survolez pas, elles sont votre première source d'information. Ce qu'on appelle le Bloodstain Pattern Analysis, une discipline médicale réelle utilisée par le FBI, Scotland Yard et notamment l'Institut néerlandais de médecine légale. Le principe, la forme, la taille et la direction d'une éclaboussure de sang obéissent aux lois de la physique, elles ne mentent pas. Regardez la première victime, la plus proche de vous. Les éclaboussures autour d'elle forment un angle précis. Mémorisez-le, on y reviendra. Approchez-vous des corps maintenant, mais regardez leur tempe d'abord. Toutes les victimes ont la même marque, même position, même taille et environ 23 mm de diamètre. Propre, pas déchiré et pas infecté. Une incision chirurgicale cicatrisée. Quelque chose a été retiré ou implanté. Gardez ça en tête et continuez à examiner la scène. Cette victime, 7 marques identiques, même tempe gauche et même diamètre de 23 mm. C'est pas une coïncidence, mais une signature. C'est pas une coïncidence, mais une signature. What? En profilage criminel, c'est ce que le FBI appelle un comportement de signature, différent du modus operandi. Le modus operandi, c'est comment le crime a été commis, et la signature, c'est pourquoi. C'est ce que l'auteur ne peut pas s'empêcher de faire, ce qui révèle quelque chose de fondamental sur lui. Cette marque sur chaque tempe, c'est une signature, et elle vous dit quelque chose d'important sur ce qui s'est passé ici. Maintenant, reconstituons l'ordre des événements. C'est ça votre objectif, pas identifier l'auteur, mais de reconstituer la chaîne, avant, pendant et après.
C'est la méthode déductive du FBI Behavioral Science Unit, l'unité qui a inventé le profilage criminel dans les années 70 à Quantico en Virginie. Regardez les traînées de sang au sol, elles ont une direction précise. Vue macro, 7 points. Selon le Bloodstain Pattern Analysis, une éclaboussure elliptique indique un mouvement. Plus elle est allongée, plus l'angle d'impact est terrassant. Ces traînées convergent toutes vers un point central à 8,3 mètres au nord-nord-est de la première victime. C'est le point d'origine, c'est là que tout a commencé. Puis regardez les corps, ils sont disposés en spirale autour de ce point central du plus proche au plus éloigné. Premier, deuxième, troisième en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre. L'ordre des victimes est lisible dans leur disposition géographique. Mémoriser cette spirale, c'est la clé de la boîte. Ce cercle dans la 23 cm. Vous reconnaissez ce chiffre? C'est le diamètre des marques sur les tempes des victimes, multiplié par 10. Encore une fois, ce n'est pas une coïncidence, mais c'est... Encore une fois, ce n'est pas une coïncidence, mais c'est le principe d'échange de l'OCAR, car tout contact laisse une trace. Ce qui était posé ici... Voilà l'épreuve finale de cette boîte. 2 options s'offrent à vous. Option A, vous transmettez les données de cette scène au système central. Option B, vous repartez et cette scène n'aura jamais existé. Mais avant que vous choisissiez, je veux vous parler de John Nash, un mathématicien, prix Nobel d'économie. John a démontré ce qu'on appelle aujourd'hui l'équilibre de Nash. Dans tout système où plusieurs joueurs prennent des décisions, il existe toujours un point d'équilibre, un état où aucun joueur ne peut améliorer sa situation en changeant seul de stratégie. Ce que ça signifie concrètement, c'est que dans un système suffisamment bien conçu, les choix des joueurs sont calculés à l'avance et modélisés. Le système n'attend pas votre réponse pour savoir ce que vous allez faire. Il le sait déjà. Ce système savait que vous choisiriez A. Pas parce qu'il vous connaît, mais parce qu'il a modélisé tous les joueurs possibles dans cette situation. Et dans 100% des cas, 100% choisissent A. Ce qui importait ici, c'est que vous croyez encore choisir. Alors, choisissez. On nous confie un objectif. Construire un système de surveillance de masse capable de surveiller une population entière. Et pour ça, on va le construire ensemble, pièce par pièce, comme des Lego, et à chaque étape, c'est vous qui choisissez la bonne pièce. Bon, premier problème que vous allez rencontrer, et c'est le plus simple à résoudre paradoxalement, c'est que vous avez accès à des centaines de sources de données différentes, des relevés bancaires, des appels téléphoniques, des caméras de rue, des posts sur les réseaux sociaux, des dossiers médicaux, des trajets en métro. Seul bémol ici, c'est qu'aucune de ces sources ne parle le même langage. C'est-à-dire qu'une banque structure ses données différemment d'un opérateur télécom, qui lui les structure différemment d'une caméra de surveillance. Et pour répondre à ce problème, 3 pièces s'offrent à vous. La pièce A, c'est un immense classeur qui stocke chaque source séparément dans son format d'origine. Puis la pièce B, c'est un traducteur universel qui convertit chaque donnée brute dans un langage commun, peu importe sa source. Et enfin, la pièce C, c'est un filtre qui garde uniquement les données les plus importantes et jette le reste. Ok, je vous donne 5 secondes pour réfléchir. Si vous avez choisi A, c'est-à-dire le classeur, votre système pourra tout simplement jamais croiser 2 informations entre elles. Chaque source reste isolée et prisonnière de son propre format. Autrement dit, vous auriez construit une bibliothèque et non un cerveau.
Maintenant, si vous avez choisi la troisième pièce qui est le filtre, vous perdez justement les détails les plus subtils, ceux qui ne semblent importants qu'une fois reliés à autre chose. La bonne réponse ici, c'est la deuxième brique, le traducteur universel, pour la simple et unique raison que sans lui, rien de ce qui suit ne peut s'emboîter. Et le choix est crucial parce qu'il transforme un amas de données brutes en un immense système exploitable. Et sans cette étape, on n'aurait pas eu une vision globale, mais juste une collection de fragments incompatibles. Le principe du traducteur universel est simple, c'est-à-dire qu'on prend des mondes qui ne se parlent pas et on leur donne la même grammaire. Que ce soit les mêmes formats de temps, les mêmes identifiants, les mêmes catégories et les mêmes unités. Bon, ok, super, vous venez de résoudre un problème qu'énormément d'entreprises n'arrivent jamais à résoudre correctement. Vous savez maintenant absorber n'importe quelle information de n'importe quelle source et peu importe son format. Deuxième problème, vous avez maintenant certes des millions de données absorbées toutes au même format, mais elles sont isolées. Même principe, 3 pièces, à vous. La pièce A, c'est une grande liste qui range toutes les données dans l'ordre alphabétique. La pièce B est un réseau d'objets reliés entre eux où chaque personne, chaque lieu et chaque événement devient un point connecté aux autres. La pièce C est un moteur de recherche classique qui retrouve une information uniquement si vous tapez exactement le bon mot. La A et C se ressemblent, je vous l'avoue. Elles organisent mais elles ne relient rien et avec elles, chercher un nom vous donne seulement ce nom, jamais les numéros de téléphone qui y sont associés, jamais les adresses et jamais les connexions invisibles. La bonne réponse, c'est la B, un réseau d'objets. Taguez un numéro de téléphone dans un document et il se relie automatiquement à la personne qui le possède, à ses appels, à toutes les adresses où il a été vu. Cherchez un nom et le système remonte des documents qui ne contiennent même pas ce nom, juste un numéro qui y est connecté. Bien joué. Vous venez de transformer une masse de données mortes en un réseau vivant. Chaque nouvelle information enrichit automatiquement tout ce qui est déjà connecté. Bon, il nous reste 2 pièces, on va gentiment accélérer le rythme. Musique. S'il vous plaît. Bon, c'est bien beau, on a maintenant un réseau de millions d'objets reliés entre eux, mais le truc ici, c'est qu'aucun humain peut regarder des millions de connexions à l'œil nu. 3 pièces. Pièce A, un tri manuel où une équipe d'analystes humains examine chaque connexion une par une. Pièce B, un système de score automatique qui attribue à chaque individu un chiffre basé sur la densité de ses connexions suspectes et certains comportements répétés. Pièce C, un tirage aléatoire qui sélectionne au hasard les profils à examiner en priorité. 3 secondes cette fois-ci. Un 2-hop fini, temps écoulé. La bonne réponse c'est la B, un score, ça mesure rien et ça calcule et un calcul affiché entre 1 et 100, ça se fait passer pour une vérité. Bien, vous venez de construire l'outil qui permet de réduire un être humain entier, son histoire, ses choix, ses relations à un seul nombre. 4e et dernière pièce, votre système absorbe, relie et score, mais il lui manque une chose. Agir sans attendre qu'un humain vienne consulter les résultats. Pièce A, un rapport mensuel envoyé automatiquement à une équipe qui l'examine plus tard. Pièce B, un système d'alerte en temps réel qui prévient immédiatement quand un score dépasse un seuil critique. Et pièce C, rien. Vous laissez le système tel qu'il est sans déclencheur automatique. Encore une fois, la bonne réponse est la B, une alerte automatique. À partir de là, le système ne se contente plus de regarder, mais décide de quand un humain doit s'en mêler. Bon. Maintenant qu'on a notre machine, allumons-la et voyons ce qu'elle fait vraiment en conditions. Infrastructure. Il faut qu'on parle d'infrastructure. Un système comme celui qu'on vient de construire ne tourne pas dans le vide. Il a besoin de serveurs, de connexions, d'un endroit où les modules communiquent entre eux en permanence, sans dépendre d'une seule machine. Et c'est exactement ce qu'on voulait vérifier, pas si vous compreniez la théorie, mais si vous saviez assembler et faire fonctionner des modules ensemble pour obtenir quelque chose de plus puissant que chaque pièce prise séparément. Bien. Il y a quelque chose dans cette pièce qui repose sur exactement le même principe. Devant vous se trouve un terminal. Approchez-vous et analysez. Cette vidéo est sponsorisée par TwinMCP. Et honnêtement, le timing est parfait parce que ce qu'on vient de faire ensemble, assembler un système complexe puis connecter des modules entre eux pour obtenir quelque chose de puissant, c'est exactement ce que TwinMCP vous permet de faire avec votre assistant en intelligence artificielle. Les MCP, Model Context Protocol, sont les outils qui donnent une sorte de super pouvoir à votre assistant, que ce soit l'accès à vos fichiers, mémoire persistante, fetch web, Git, des capacités que votre assistant n'a pas par défaut mais qu'on peut lui connecter. Le problème, c'est que normalement, tout ça tourne en local sur votre machine, configuration manuelle, des fichiers JSON à éditer à la main, des chemins qui cassent dès que vous changez de poste, et résultat, impossible à partager avec votre équipe car ce qui tourne sur votre PC ne tourne pas sur le PC de votre collègue. Et c'est là où TwinMCP entre en jeu. Le processus est très simple. Vous créez un serveur en quelques secondes, puis vous installez vos MCP depuis leur marketplace en un clic, file system, memory, fetch, git, time, tout est là et prêt à l'emploi. Ensuite, vous récupérez une URL avec une clé API, puis vous la collez dans Claude, Cursor ou Windsurf. Voilà, vous êtes connecté, partout, tout le temps et sur tous vos appareils sans toucher à une seule ligne de config. 2 minutes de la création à la connexion avec un snippet prêt pour chaque IDE. Et si vous voulez publier vos propres MCP ou accéder aux analytiques d'usage en temps réel, ça se passe sur le plan payant. Lien en description. Bon.
Maintenant qu'on a notre machine, allumons-la et voyons ce qu'elle fait vraiment en conditions réelles. Devant nous se trouve un menu avec 7 applications, dont chacune utilise exactement les 4 pièces qu'on vient d'assembler. Seule la fonction change. Bon, je vous propose de les ouvrir une par une. On clique sur la première, une carte s'affiche, puis on zoome sur une ville au hasard, disons Lyon par exemple, on sélectionne un point, n'importe lequel, et un dossier s'ouvre. Marie Dubreuil, 34 ans, 12 rue des Tanneurs. Le score de confiance sur l'adresse est à 95%. Marie est infirmière aux Hospices civils de Lyon. Ses 3 derniers trajets en transport se sont faits entre son domicile, l'hôpital et une pharmacie de garde. Le mardi 5 décembre, à 18h12 et 36 millisecondes, un achat a été enregistré au supermarché Carrefour dans le rayon parapharmacie pour un montant de 15,22 € réglé par carte bancaire. En bas de l'écran s'affiche un chiffre. Le système attribue à Marie Dubreuil un score de risque de 12 sur 100. Faible, donc rien à signaler. Il y a à peu près 30 secondes, on n'avait aucune idée de qui était Marie Dubreuil, et maintenant on sait où elle dort, où elle travaille et ce qu'elle a acheté mardi. Deuxième application, Horizon. Horizon ne regarde pas une personne mais l'avenir. On lui demande si une guerre va éclater entre les États-Unis et l'Iran, puis on valide. Le système croise les mouvements de navires dans le détroit d'Ormuz, les déclarations officielles des 2 gouvernements, les votes au Congrès liés à la sécurité d'Israël et l'activité des comptes diplomatiques. 73% de probabilité de conflit armé dans les 18 mois, 3 raisons identifiées, la sécurité d'Israël, le contrôle du détroit et la politique intérieure américaine. Vous venez littéralement de prédire une guerre sans avoir lu un seul rapport de renseignement. Troisième application, Dossier. Celle-là ne cherche pas où vous êtes mais ce que vous cachez. On tape un nom, Thomas Dubois, 42 ans, le système ignore son adresse, ses trajets, ses courses, mais creuse ailleurs, comme une visite chez un psychologue remboursé par la sécurité sociale, il y a 8 mois pour un épisode dépressif sévère non révélé à son employeur. Ou encore une dette personnelle de 22 000 € contractée en silence et jamais mentionnée à sa femme, et enfin une recherche à 3h du matin un soir de janvier sur un sujet qu'il n'a jamais évoqué à personne. Le système ne nous donne plus une vie entière, mais des points d'action, en l'occurrence ici 3 failles, classées par ordre d'efficacité, pour faire plier Thomas Dubois sans jamais avoir besoin de le menacer en face. Quatrième et dernière application, Miroir. Et au stade où on en est, on n'a plus besoin d'aucun nom, mais juste un visage. On prend une photo au hasard, disons une photo prise dans la rue, quelqu'un qu'on a croisé sans jamais lui parler, puis on la glisse dans le système. Et en quelques secondes, le visage est scanné, mesuré, transformé en une suite de points uniques, la distance entre les yeux, la courbe de la mâchoire, la forme exacte de l'oreille. Ce visage est ensuite comparé à des millions d'autres dans des bases de données qu'on n'a jamais consultées nous-mêmes, permis de conduire, passeport, caméra de rue et photos de profil sur les réseaux. Puis la réponse arrive, on a un nom, un âge, une adresse et toute sa vie entière. À noter que les 6 autres applications deviennent immédiatement utilisables sur cette personne. On n'a jamais demandé de nom à personne. Et le système nous l'a quand même donné. Voilà ce que vous venez de construire, avec vos 4 petites pièces de Lego. Un outil qui en ce moment même décide quelle famille va se faire réveiller à 5h du matin par des agents armés parce qu'un algorithme a estimé avec un certain pourcentage de confiance que ça valait le coup d'y aller. Un outil qui peut faire qu'un enfant de 8 ans se retrouve fiché dans une base de données fédérale, pas pour ce qu'il a fait mais parce qu'un de ses parents est apparu une fois dans un document que le système a plutôt jugé pertinent de relier à son nom. Un outil qui peut faire qu'une mère célibataire se voit refuser un prêt, un logement ou un emploi parce qu'un score qui a été calculé à partir de son code postal et de ses fréquentations l'a discrètement classé comme un risque sans qu'elle le sache jamais et sans qu'elle puisse jamais le contester. Un outil qui peut faire qu'un adolescent passe la nuit en cellule parce qu'il a liké la mauvaise publication au mauvais moment et que le système a relié ce simple clic à un réseau qu'il n'a jamais fréquenté. Un outil qui peut faire qu'un homme à 10 000 km de tout ça se retrouve identifié comme cible à éliminer sur la base d'un schéma de déplacement et de communication que personne, pas même les ingénieurs qui ont conçu le modèle, ne sauraient expliquer en détail. Palantir Technologies, fondée en 2003 et cofondée par Peter Thiel, l'un des plus gros donateurs de la campagne de Trump, et financée à l'origine par le fonds d'investissement de la CIA elle-même. Aujourd'hui valorisée à plus de 20 milliards de dollars, elle compte parmi ses clients la CIA, le FBI, la NSA, l'armée israélienne, des dizaines de polices municipales américaines et désormais les services de l'immigration. Son patron, Alex Karp, doctorat en philosophie, a écrit dans sa propre thèse que les corrélations issues du big data devaient être traitées comme des évidences indiscutables. Une entreprise née dans le renseignement, dirigée par un philosophe qui croit que les chiffres ne
se trompe jamais et qui vend ses outils à quiconque peut payer. Une entreprise qui croise votre ticket de caisse, votre historique de navigateur et votre passage devant une caméra de station-service, 3 fragments anodins qui, reliés entre eux, dessinent qui vous êtes. Une entreprise dont le logiciel a tourné en secret dans une ville américaine pendant 5 ans sans que même les élus locaux ne le sachent. Une entreprise que l'administration américaine a déjà sollicité pour croiser vos impôts, votre dette étudiante, vos remboursements médicaux et votre statut d'handicap. Une entreprise dont les fondateurs qualifient le débat public de machine à perdre du temps. Une entreprise dont l'un des créateurs pense que la démocratie est devenue incompatible avec la liberté. Une entreprise dont l'autre fondateur évoque en privé l'Armageddon et l'Antéchrist et se voit comme un rempart sacré contre la fin du monde. Voilà ce que vous venez de construire. Bienvenue. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça coûte. Voilà à quoi ressemble la fin. Pas une explosion ni de guerre. Pas un cataclysme qu'on aurait pu filmer, documenter, commémorer. Non. Juste des gens qui marchent, qui travaillent, qui rentrent chez eux le soir, qui sourient au bon moment, qui répondent quand on leur parle, qui aiment peut-être, ou quelque chose qui y ressemble suffisamment pour qu'on ne fasse plus. La différence. Et ils ne savent pas. Aucun d'entre eux ne sait. Ils ne se lèvent pas le matin en pensant qu'ils sont contrôlés. Et ils ne ressentent aucune contrainte, aucune manipulation. Ils se lèvent, prennent leur café, embrassent leurs enfants et vont travailler. Ils ont des opinions, des préférences, des rêves. Tous, et pensent être libres. La puce ne les contrôle pas directement. C'est pas nécessaire ici, mais elle renforce certains comportements et atténue certaines pensées. Elle intervient dans cette fenêtre de 550 millisecondes avant la conscience, avant la volonté, et elle oriente, légèrement, imperceptiblement, encore et encore. Sur des mois, sur des années, jusqu'à ce que l'orientation devienne une habitude, jusqu'à ce que l'habitude devienne une identité, jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus ce qui vient d'eux et ce qui vient d'ailleurs. Personne n'a crié, personne n'a résisté, personne ne s'en souvient. Parce qu'il n'y a tout simplement plus personne pour se souvenir de quoi que ce soit. Voilà comment prendre le contrôle de l'humanité entière. En 2013, Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ses serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonné depuis le cœur de la Silicon Valley, le CityOS 2.0 est implémenté à travers tous les États-Unis, instaurant l'Internet des objets. Plus de 6,4 milliards d'appareils connectés servent désormais de point de collecte, consignant nos trajets et gestes quotidiens pour un système plus sûr et plus intrusif. Mais qui d'autre observe? Big Brother ne travaille plus seul. Des milliers de petits frères surveillent et enregistrent vos faits et gestes, constituant un profil numérique de vous qui pourra être vendu, échangé ou volé en un instant. Les jouets analysent les enfants et communiquent leurs habitudes de jeu aux services commerciaux. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Les commandes de votre véhicule et les appareils mobiles peuvent être piratés à distance par n'importe qui. Vous pensez peut-être que ce n'est pas si grave, ou que vous êtes à l'abri, mais votre ombre numérique est déjà compromise. Les compagnies d'assurance emploient des algorithmes pour surveiller vos habitudes et limiter vos remboursements. Les médecins prédisent l'année de votre mort et déterminent si votre cancer mérite un traitement. Les résultats de recherche et fils d'actualité sont manipulés pour influencer votre humeur et vos votes, générant des soulèvements sociaux à grande échelle. You are now less valuable than the data you produce. This is the new reality. Going dark is no longer an option. Alors que les libertés individuelles sont menacées, la résistance s'organise. Sonneurs d'alerte, activistes et hackers se dressent contre l'ordre établi et accentuent leur vigilance. Mais sont-ils eux-mêmes un danger? Ou les derniers défenseurs de la liberté? Les derniers défenseurs de la liberté.
précis. 20 critères notés de 0 à 2. Psychopathe clinique à partir de 30 sur 40. Éteignez votre caméra. 7e question. Pensez à une règle que vous avez brisée. Une règle qui pourrait vous valoir d'être poursuivi par la... Regrettez-vous l'acte? Absence de remords authentique. Critère numéro 6 sur l'échelle de R. Je ne vous accuse pas, je constate. 8. Coma profond. Le cerveau est actif, les yeux bougent sous les paupières, les constantes vitales sont stables. Les médecins disent que les patients en coma profond peuvent entendre, ressentir et rêver. Certains racontent des voyages à leur réveil, des endroits qu'ils n'ont jamais visités, des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés, des conversations qui ont duré des années. Et quand on leur demande si c'était réel, eux-mêmes n'ont la moindre idée. Le cerveau humain consomme 20% de l'énergie totale du corps, donc 86 milliards de neurones. Chaque neurone connecté à 10 000 pour un total de 860 000 milliards de connexions. Êtes-vous en train de regarder un film? Ou est-ce que quelque chose dans votre cerveau vous fait croire que vous regardez un film? Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world, and when it's necessary, to scare enemies and, on occasion, kill them.